J'hésitais un moment devant cette porte fatale. Je respirais profondément plusieurs fois, je boutonnai ma blouse, et d'une main un peu tremblante, je l'ouvris. Au fond d'une salle étroite et longue brillait une haute fenêtre devant laquelle se découpait à contre-jour la silhouette d'un homme assis, penché sur une large table d'un noir funèbre. À ma droite, un mur nu. À ma gauche, deux longues rangées de pupitres, déjà garnis de délinquants. Je m'approchai de l'homme assis, et je vis qu'il recopiait, sur des feuilles individuelles, les condamnations portées sur un immense registre pénitentiaire, étalé grand ouvert à sa gauche. Devant lui, rangés en éventail, les bulletins de retenue qu'il venait de remplir et qui seraient distribués le mercredi suivant. Il préparait sans émotion apparente ses détonateurs de colère paternelle, et son visage glabre gardait la froide majesté des juges infernaux. Il me regarda sans surprise et dit tout d'un coup, tout d'un trait, « Nom, prénom, classe, professeur ». Je répondis à ses questions d'une voix que je ne reconnus pas, et je lui tendis le message de Socrate. Il le lut, hocha la tête, et sur la page de l'immense registre pénitentiaire qui était ouvert devant lui, il coucha mon nom tout raide dans la première colonne. Dans la seconde, il dessina fort élégamment 5e A2. Dans la troisième, il calligraphia Le Pelletier. Enfin, dans la quatrième, la plus large, il transféra le motif. Il avait une belle écriture. Sans lever la tête, il dit « Allez vous asseoir ». Et il se remit à son travail. J'allais m'asseoir au second rang, à côté d'un grand, qui était sans doute un élève de seconde. J'ouvris mon épitome et je regardai autour de moi. Mes compagnons d'infortune étaient de toute taille, des grands, des moyens, des petits, mais tous égaux dans le malheur. Pénétrés par la sévérité du lieu, ils s'acharnaient en silence sur le devoir qu'ils n'avaient pas fait, la leçon qu'ils n'avaient pas sue, ou méditaient humblement sur les terribles conséquences de la mauvaise conduite. Si bien que ce congrès de cancres, de révoltés et de farceurs, réunis par la paresse, l'insolence et le mensonge, avait l'air d'une académie de prix d'excellence. De temps à autre, la porte s'ouvrait, et nous levions discrètement la tête pour voir entrer le nouvel apatride. Il refermait la porte comme d'une chambre de malade, et s'avançait sur la pointe des pieds pour subir le bref interrogatoire. Puis, dûment écroué, il venait s'asseoir parmi nous, dans un silence mortuaire. Le seul événement qui troubla notre paix laborieuse fut l'entrée d'une jeune erreur judiciaire. Ça fait du bruit, les innocents. Ça proteste, ça crie, ça pleure, ça renifle, et ça n'a jamais de mouchoir. Le nôtre, un petit rouquin de 6e, alla jusqu'à trépigner, si bien qu'il finit par mériter les 2 heures que le noir professeur de silence lui asséna pour son propre compte. Alors l'innocent, enfin coupable, perdit le sentiment de l'injustice. Il se tut, ravala ses larmes, et vint s'asseoir parmi les damnés méprisants. Socrate avait eu bien raison de me dire que ce lieu favorisait la méditation. Mais la mienne n'eut point pour sujet le respect dû au professeur. Je me reprochais amèrement d'avoir manqué mon coup, et je passais en revue toutes les façons de le réussir. La meilleure eût été de demander à Monsieur Père, pendant l'étude du soir, l'autorisation de remonter à l'externat, sous le prétexte d'aller chercher un livre ou un cahier volontairement oublié sur mon banc. Dans la classe déserte, j'aurais pu lancer mon pondu juste au-dessus de la chaire, ou peut-être à la verticale de Picot, notre prix d'excellence. J'aurais attendu quelques minutes pour m'assurer qu'il était bien accroché. Ainsi Socrate n'aurait pu me soupçonner. Et comme il n'aurait pu le faire tomber, faute d'une baguette assez longue, il aurait peut-être fait appeler le concierge, ou même le surveillant général, et on aurait bien rigolé. Ou alors, il aurait feint de ne pas le voir, et le pondu aurait tourné sur lui-même pendant 2 heures, et Socrate énervé aurait peut-être confondu un ablatif absolu avec un participe futur. Mais voilà, c'était trop tard. J'avais encore de la pâte berlaudée dans mes cheveux, et j'étais à la permanence. Ainsi doivent méditer les criminels dans leur prison, ou consacrant leurs heures d'inaction forcée au perfectionnement de leur technique.